Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 3. Amalricus 2, le chemin des enfers, épisode 12. Dans ce lieu étrange où le temps demeurait immobile, Rouac poursuivait son histoire. Et Paul, de plus en plus hypnotisé par les pensées du loup, laissait de plus en plus son esprit ouvert. Nos retrouvailles avec l'auteur furent étranges. Il ne parla pas de ce qui l'avait poussé à partir, mais je sentis que le temps avait en partie effacé son ressentiment. Il me conta en revanche ce qui lui était advenu depuis notre séparation. Il n'avait pas facilement trouvé refuge vers les siens, qui avaient eu plutôt tendance à le chasser qu'à l'accueillir. Il avait souffert de solitude, de faim et de froid. Seul l'orgueil l'avait empêché de revenir vers nous. C'était un jour où il avait failli mourir après être tombé par accident dans une rivière en crue qu'il les avait rencontrés. 3 d'entre eux n'avaient pas hésité à plonger pour le sauver. C'était une petite tribu nomade qui le considéra bien vite comme un des siens. Pour les remercier, l'auteur leur apprit quelques-uns des secrets du hack que je lui avais transmis. Ils m'accueillirent, moi, mais aussi les miens qui nous rejoignirent. L'auteur m'avait plus que réconcilié avec les siens. Il avait fait de ceux-là mes frères. Bientôt, les hommes et les loups ici ne firent plus qu'un. Nous étions complémentaires, l'échange parfait. Le loup pour l'instinct, l'émotion, l'homme pour la raison et la logique. Non que les uns ou les autres étaient dépourvus de l'une de ces qualités, simplement que les loups avaient 10 fois plus d'instinct et d'émotion que les hommes, et que ces derniers avaient 10 fois plus de raison et de logique. Il fut décidé qu'à leur 10 ans, les petits hommes se verraient confiés à la protection d'un loup d'âge équivalent, et qu'ils apprendraient ensemble les secrets du monde et du hack. Il se créa des liens si forts en ces occasions que les peuples voisins que nous croisâmes propagèrent rapidement la légende selon laquelle il existait une tribu, la nôtre, dans laquelle chaque année et pour quelques jours les hommes se transformaient en loups. Plusieurs saisons s'écoulèrent. L'auteur commençait à vieillir, sa science était de plus en plus profonde. Les premières générations de loups et d'hommes élevés ensemble arrivèrent à l'âge adulte. Mais la fascination que nous suscitions chez nos voisins s'était transformée rapidement en peur. Peur de loup, peur de la différence. Nous fûmes de plus en plus souvent attaqués. Oh, bien sûr, grâce à nos savoirs, nos victoires étaient faciles, mais elles ne faisaient que convaincre nos adversaires qu'il fallait nous éliminer. Un matin d'été, ils lancèrent le grand assaut, celui qui devait nous faire disparaître pour toujours. Le monde noir qui entourait Paul prit l'apparence d'une prairie verte sous un soleil de plomb, avec, à peine plus loin, la lisière d'un bois. Nous avions installé notre camp dans cette prairie cernée de forêt. Nous étions méfiants, mais pas suffisamment. Quand les cris sortirent des sous-bois, nous prîmes le temps de réagir. Les premiers malheureux qui se jetèrent sur nous ne firent pas long feu. Quand l'un d'entre eux défiait un des hommes de la tribu, ce n'était pas un, mais 2 adversaires qu'il devait affronter, car son loup, fidèle à la protection qu'il devait lui amener, n'était jamais bien loin. Simplement, pendant que nous luttions contre cette attaque, une seconde vague nous prit à revers. Le combat devint déjà plus difficile. Ce fut simplement impossible lorsque de nouveaux groupes, sortant eux aussi de la forêt, nous prirent sur le flanc gauche. Cette magnifique journée d'été se transforma en jour sombre où la quasi-totalité de ma nouvelle famille, homme comme loup, fut massacrée. À la nuit tombée,
Quand la fureur meurtrière se dissipa, il ne restait plus des nôtres que quelques hommes, dont l'auteur et quelques loups. Tous les autres, toutes les femmes, tous les enfants avaient été tués. La tristesse qui enserrait nos cœurs, la douleur qui enflammait chaque centimètre de nos entrailles était le terreau idéal pour la haine et l'esprit de revanche. Je n'avais pas encore bien réalisé ce qui venait de se passer, quand l'auteur, en représentant des autres, vint me trouver. J'étais assis au pied d'un arbre qui avait sans aucun doute connu tous les arrière-grands-parents des hommes présents. L'auteur posa un genou à terre et je fus surpris. Accepte nos excuses pour ce que les nôtres, ce que d'autres hommes ont fait au tien par ignorance et par bêtise, par envie, par convoitise. Nous, les derniers survivants de notre peuple, rejetons désormais tout lien qui pourrait être fait entre ces barbares et nous. Nous rejetons jusqu'à ce qualificatif d'homme. Nous serons dès aujourd'hui et jusqu'à notre mort les Romaques. Et nous connaîtrons nos frères en ceux qui ont le savoir que tu nous as enseigné et la sagesse qui en découle. Une énorme chaleur vint caresser mon cœur, apaiser ma haine. Les mots de l'auteur avaient frappé juste. Je pris le temps de réfléchir et puis j'inondai les survivants de cette pensée. Mes bien chers frères Romaques, nous ne sommes plus aujourd'hui que quelques-uns. Avec vous disparaîtra ce rêve d'unir l'homme et le loup pour qu'ils construisent quelque chose ensemble. Je ne peux pas l'accepter. J'hésitai un instant avant de poursuivre. Pour éviter cela, je vais vous donner le secret ultime, celui qu'aucun d'entre vous n'a encore atteint. L'immortalité. La petite route qui menait au village de Passavant était dégagée. En cette fin d'après-midi, peu de gens venaient se perdre ici. D'ailleurs, pensa Christophe, peu de personnes venaient ici, quel que fût le moment de la journée. La chaussée était étroite, les accotements peu fiables et glissants. Mais Christophe connaissait parfaitement la route. Un bout de ligne droite, un virage à droite, et après quelques bosses, le village. Rien de bien difficile pour un chauffeur de talent comme il était persuadé. Il appuya un peu plus sur la pédale de l'accélérateur et le moteur poussa un cri proche de l'agonie, entraînant toutefois la voiture à une vitesse déraisonnable. L'autoradio sur lequel on entendait entre deux grésillements le dernier morceau de musique à la mode, diffusé par la station locale, se mit soudainement à émettre un sifflement insupportable. Christophe coupa l'appareil, mais au lieu de cesser, le sifflement augmenta encore, insinuant une douleur aiguë dans la tête du conducteur qui eut le réflexe de ralentir. La voiture stoppa et Christophe porta ses mains à ses oreilles pour se protéger. Il aperçut alors très nettement un étrange phénomène. L'espace qui entourait la voiture devint opaque. Pendant une seconde, il aperçut dans cette étrange matière le visage d'un homme portant un bicorne juste en face de lui. À sa droite, il devina un autre personnage encore plus étonnamment accoutré. Puis, la matière se déforma comme si une vague partant du sol et montant vers le ciel la traversait. Quand cette dernière toucha la voiture, le véhicule fut projeté avec une puissance incroyable dans la direction opposée. Il fit plusieurs tonneaux, laissant Christophe inconscient dans un amas de ferraille inidentifiable. Tout reprit bientôt son aspect normal et le sifflement cessa. Après de rapides investigations, la police avait conclu au suicide du Marley. L'enquête sur la mort du commissaire avait été abandonnée. Le procureur avait classé le dossier sans suite. Tout un tas d'experts avaient déclaré, comme une sentence, que les agressions qu'avait connues la petite fille l'été précédent ne pouvaient en aucun cas être le fait de loup. En effet, expliquait-il en substance, c'est un animal bien trop heureux pour oser s'attaquer à l'homme. Sans doute, rajoutait-il, tous avec la même assurance, étaient-ce des chiens sauvages. Mais aucun d'eux, en revanche, ne revenait sur le fait qu'on n'ait jamais retrouvé les animaux qui avaient fini par disparaître. On avait tout fait pour laisser la population locale dans le doute. Les témoins avaient été invités à se taire, les policiers avaient reçu l'ordre de ne pas parler, si bien que les agressions de loups passèrent rapidement pour des rumeurs. On avait également oublié, comme effacé de la mémoire collective, les étranges phénomènes qui avaient précédé leur apparition. La mort de l'agent communal, la disparition d'une jeune mère de famille, le sonneur de la Cluse, ou encore l'étrange visite de l'abbaye de Montbenoît. Et seul, allongé dans sa chambre d'hôpital, encore inconscient, Paul Lodès témoignait de par son état que tout cela n'avait pas été seulement un cauchemar qui aurait pris fin au seuil du printemps ou aurait fondu avec les neiges de l'hiver.
Ce nouvel été, qui promettait d'être chaud, commençait donc dans l'insouciance propre en général à cette période de l'année. Au milieu de tout cela, Talois semblait vouloir demeurer vigilant. Trop de questions demeuraient sans réponse. Les dessins que, 3 ans auparavant, personne n'avait remarqués autour des victimes, les loups, la mort de Rosen, ou encore cet étrange personnage qui s'était volatilisé devant ses yeux, ou presque, dans la ferme d'Emma Rosen. Mais surtout, il se demandait qui avait eu le pouvoir d'étouffer ses affaires. Il espérait désormais qu'un nouvel événement relancerait son enquête personnelle. Dans cette attente solitaire, il appréciait fortement l'aide d'Emma. Ils étaient devenus amis, liés par le même but. Ce matin-là, c'est elle qui l'appela. Elle était très excitée au bout du fil. « Claude ?» demanda-t-elle avant de poursuivre sans lui laisser le temps de répondre. « Cette fois, j'ai du nouveau. Ce n'est peut-être rien, mais la coïncidence serait trop énorme. »« Ah oui ? De quoi s'agit-il ? Tu as le journal de ce matin ? » ?»« Non. » Il la sentit contrariée au bout du fil. Il y eut une seconde de silence. Elle commença une phrase, mais s'interrompit avant même d'avoir atteint le verbe. « Non, fit-elle. Pas comme cela, pas au téléphone. Ce serait mieux que tu passes. Vite !» Une fois de plus, Rouac se tut. Cette interruption était pour le moins étrange, au beau milieu de son récit, sans raison. Paul eut encore l'impression que le regard de l'animal caressait ses entrailles. Il trembla légèrement. Le loup s'en rendit compte, mais fit comme si rien n'était, et poursuivit son histoire. Cette solution me convenait, car je me sentais plus le courage d'être seul à porter le secret du hack. Le hack ? Cela existe donc ? Le loup parut surpris, il toisa Paul. Que savez-vous du hack ? 3 fois rien, ce qu'en disent les légendes que j'ai parcourues lorsque j'ai dû combattre Amalricus. Cela serait un pouvoir merveilleux permettant à celui qui le détient d'atteindre l'invincibilité. Pauvre humain, laissa échapper presque malgré lui le loup. Vous ne voyez votre monde qu'au travers du prisme déformant du pouvoir et de la force. Notre définition du hack est ma foi bien erronée. Il ne s'agit pas d'un pouvoir, mais d'un savoir, une connaissance parfaite des règles qui régissent notre monde, de ses mécanismes. Car cet univers a une conscience, et il est possible d'échanger avec elle, de s'en faire une amie, une sœur. Bien sûr, aux yeux du profane, tout cela n'est que magie, mais en réalité, il n'y a rien de magique là-dedans. Pensez simplement qu'un de vos ancêtres, en voyant une de ces machines volantes que vous appelez avion, aurait sans doute lui aussi parlé de magie. Et pourtant, pour vous, tout cela est naturel. Le hack, c'est simplement une somme de connaissances. Le loup soupira. J'enseignais donc, aux quelques survivants, la manière de constituer un lien. Un lien, comme celui qui a permis à Amalricus de vivre si longtemps ? En liant notre destinée à une chose que les années n'altèrent pas, nous trompons le temps. Imaginez un vent violent, soufflant en tornade, et capable d'emporter n'importe quel être vivant. La seule chose qui parvienne à lui résister, une montagne. Comment pouvez-vous lui échapper ? Le loup fit mine de laisser Paul répondre, mais celui-ci n'eut pas de réaction. Alors le vieil animal continua. En vous cachant dans la montagne, ou derrière elle, le vent vous cherchera, vous traquera, mais ne trouvera sur son chemin que cette montagne qui lui résistera. Alors, il abandonnera. Paul acquiesça. Il ne dit rien de plus et laissa le loup poursuivre. Pour renforcer encore notre alliance, tous les Romaques prirent le même lien, dans une petite statue de pierre réalisée par l'un d'entre nous, qui nous suivit partout par la suite. Quand cela fut fait, la décision de trouver une terre d'accueil plus clémente fut prise. Nous nous séparâmes en 2 groupes. Le premier, dirigé par un nommé Fourgin, sans doute l'un des plus sages de tous les Romaques que la terre n'a jamais portés, l'autre par l'auteur. Je me joignis à ce second groupe. Nous décidâmes de nous retrouver tous les 100 jours, au pied de cet arbre où l'auteur m'avait fait part de la décision des siens de devenir des Romaques. C'est à l'une de ces assemblées que Fourgin m'amena à Amalricus. Lorsqu'Emma ouvrit la porte, Talois comprit immédiatement qu'elle était dans un état d'excitation qui ne lui ressemblait pas du tout. Elle parlait vite, faisait des gestes imprécis. Elle invita le policier à entrer dans l'appartement. Elle avait en effet vendu sa ferme et habitait désormais dans un 3 pièces en ville. Il régnait à l'intérieur de ce dernier ce qu'elle se plaisait à appeler un désordre pensé. Elle avait emménagé depuis peu, ramenant tout ce qui se trouvait précédemment dans son ancienne demeure. Le rangement et le tri prenaient un certain temps. Le lieutenant de police dut enjamber quelques cartons pour parvenir à atteindre le fauteuil sur lequel Emma l'avait invité à s'asseoir. Il regarda autour de lui, amusé avant de demander à son hôte ce qu'il y avait de si important dans le journal.
L'agitation de la jeune femme monta encore d'un cran. Elle chercha autour d'elle où elle avait posé cette maudite feuille de chou. Elle dut enjamber 3 cartons pour aller la chercher sur un petit meuble au fond de la pièce et le tendit solennellement à Talois, ouvert à la page locale. Un gros titre annonçait « Le professeur Nief reprend les fouilles maudites au fort de Joux ». Talois demeura interdit. Il ne saisissait pas l'intérêt de l'information. « Souviens-toi, il y a 2 ans, c'est avec ces fouilles que tout a commencé. Les meurtres, l'homme avec le loup. »« Bien sûr, mais l'enquête a révélé que c'était Prégnoux le responsable, » répondit sans conviction Talois. « De là où il est, et à moins que tu ne crois aux esprits revenus d'entre les morts, on ne risque plus grand-chose. » Emma ne parvint pas à retenir un geste d'énervement. « Oh non, pas toi. Tu ne vas pas me dire que tu imagines que cette fable est vraie. Tu as lu les dossiers, tu sais bien que les meurtres ont continué après. Tu as lu les carnets de Jacques. » Talois se leva. Il était visiblement contrarié. Il marcha jusqu'à la fenêtre. « Que veux-tu que je pense ?» répondit-il d'un ton excédé. « Qu'un fantôme a commis les meurtres ? Et l'homme qui a disparu sous nos yeux, tu l'avais blessé, non ? Il n'y avait pas d'échappatoire. Combien de temps l'as-tu quitté des yeux ? 10 secondes, 20, 30 maximum ?» Talois soupira. Le piège se refermait sur lui. Emma sentait qu'il était en train de céder, de se rendre à ses arguments. Elle décida de porter le coup de grâce. « Il y a quelque chose dont je ne t'ai pas encore parlé. » Elle laissa un silence pour être sûre de la portée de ses mots. Puis elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle n'y entra pas, se baissa et sortit d'un carton une pochette bleue sur laquelle figurait le logo de la marque Audi. Sans doute une pochette publicitaire. Talois était revenu vers son fauteuil. Emma s'installa dans celui d'en face en faisant signe au policier de reprendre sa place, ce qu'il fit, intrigué. Elle posa la pochette sur ses genoux, puis ses 2 mains par-dessus, comme pour la protéger. « Voilà, dit-elle. Un soir, Jacques est rentré comme une furie. Il est monté directement dans son bureau, 5 minutes, puis en est réapparu avec un vieux cahier de cuir rouge. Il m'a dit qu'il fallait qu'il retourne au commissariat pour faire des photocopies. Il est revenu 1 heure plus tard avec le cahier rouge et cette pochette bleue. Il ne m'a rien dit. Je n'ai plus revu ni l'un ni l'autre. Quelque temps avant sa mort, je suis tombé par hasard sur la pochette. Je l'ai reconnue à cause du logo. Elle montra l'emblème maudit. J'ai cédé à la curiosité et je l'ai ouverte. Il y avait tout un tas de photocopies faites à la va-vite. Et j'ai essayé de les lire, et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un journal d'un certain Lufrier, qui aurait commandé le fort de Joux au début du siècle. En fait, en lisant, j'ai rapidement eu l'impression d'être face à une œuvre de fiction. J'ai rangé le tout en me disant que, par curiosité, j'en parlerai avec Jacques, et puis je n'y ai plus pensé. Maintenant, avec le recul, je me dis que tout cela tient étrangement bien. Et qu'est-ce qui t'a rappelé l'existence de cette pochette ? Ah rien, je l'ai trouvée en déménageant. Mais attends, je vais te montrer. Elle ouvrit la pochette, regarda quelques feuilles volantes, en sortit une et la tendit à Claude. Samedi 12 août 1905. J'ai reçu ce matin du quartier général de Besançon les derniers plans pour la construction du tunnel devant relier le fort de Joux au fort Malher. L'ingénieur Nief, qui les avait dessinés, attendait l'autorisation du commandement. Installé au château depuis 2 mois, il va pouvoir enfin démarrer son travail. C'est une compagnie très agréable qui me change des soldats de la garnison. Il est intelligent et habile, avec lui les parties d'échecs sont un vrai bonheur. J'en serais presque à souhaiter que la construction du tunnel s'éternise. Talois prit quelques secondes pour réfléchir. Il tourna la tête et ses yeux se posèrent sur le journal. Le professeur Nief reprend les fouilles maudites au fort de Joux. « Bon sang !» laissa échapper le policier. Puis, comme s'il avait regretté d'avoir pensé cela, il essaya de se rattraper. C'est peut-être une simple coïncidence. C'est vrai que Nief est un nom extrêmement courant. Je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt, répondit avec ironie Emma. Talois se frotta le visage. Il n'y a rien qu'il souhaitait autant que de découvrir la vérité. Mais décidément, cette dernière prenait des chemins qui ne le chantaient guère. Bien, soit, finit-il par dire. Je vais mener mon enquête. Le long couloir était sombre. Il était empli d'une odeur de moisi. Le sol en était glissant. À intervalles réguliers, on entendait le petit bruit d'une goutte d'eau qui éclatait sur le sol. Nief ne se sentait pas très à l'aise, ainsi perdu dans les entrailles du monstre Joux. Il avançait prudemment, en essayant de deviner où il posait les pieds. Un bruit de rire, de discussion lui parvint du bout du couloir. Il leva la tête et aperçut la lumière qui venait de la pièce souterraine où s'ouvre le puits.
Cette dernière, comme les sons, était lointaine et incertaine. Tiens, pensa-t-il, je ne me souvenais pas que ce couloir fût si long. Il fit encore quelques pas, puis quelqu'un l'interpella dans son dos. « Votre famille est sans parole. »« Qui a dit cela » hurla Nief en faisant une volte-face terrorisée. Personne. Et de nouveau derrière lui retentit une sentence. « Vous êtes plus jeune que l'était votre père la dernière fois que je l'ai vu, mais vous lui ressemblez tant que je ne pourrais pas me tromper. » Nouvelle volte-face, encore personne, et de nouveau une voix dans le dos. « Me chercheriez-vous, professeur ?» Toujours personne. Nief sentit quelques gouttes de sueur glisser sur son visage. Peut-être devriez-vous regarder dans vos remords, si toutefois c'est une chose que vous transmettez dans votre famille. « Mais où êtes-vous? Qui êtes-vous » ? « Allons, professeur, ne jouez pas la comédie avec moi. Vous savez parfaitement qui je suis. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Je suis heureux que vous veniez enfin me rencontrer vous-même et que vous n'utilisiez pas un pauvre étudiant en histoire ou un stupide chasseur qui était bien meilleur proie que prédateur. »« Mais enfin, je ne comprends pas. De quoi parlez-vous, je vous jure ?» Nief se tourna de nouveau et face à lui, à quelques centimètres de son visage, il devina deux yeux brillants derrière un aume. Il n'eut rien le temps d'ajouter. Deux mains le saisirent au cou et il eut l'impression qu'on l'étranglait. Il se sentit défaillir et ressentit des coups comme si quelqu'un frappait dans sa tête. Cela s'accentua jusqu'à le réveiller et c'est seulement à ce moment-là qu'il se rendit compte que les fameux coups étaient frappés à la porte et qu'il était allongé sur le lit de sa chambre d'hôtel. La patronne de l'hôtel, une dame d'un certain âge et toute ronde, apparut sur le seuil lorsque Nief ouvrit. « Excusez-moi, professeur, de venir tambouriner ainsi à votre chambre, » lui dit-elle avec un accent typiquement franc-comtois. « Mais j'ai essayé de vous joindre en vain au téléphone. Il y a en bas un monsieur qui souhaiterait vous parler. »« Qui est-ce ?»« Un lieutenant de police. » Nief fut surpris, mais n'en laissa rien paraître. « Bien, dites-lui que j'arrive, juste le temps de me rafraîchir un peu. » Elle acquiesça et il referma la porte. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le temps était gris, mais un gris clair, comme lorsque l'on sent que le soleil ne va pas tarder à percer. Un gris d'été, incertain et léger. Il regarda le radio-réveil posé sur la table de nuit. Il était un peu plus de 8h30 du matin. Son sommeil avait été agité et il n'était que peu reposé. Il se prépara et descendit à la réception où l'attendait Talois, confortablement installé dans un fauteuil si vieux qu'il aurait pu être posé là avant même que l'on ne construise l'hôtel. « Cela ne vous dérange pas que l'on bavarde pendant que je déjeune » demanda Nief dès que les présentations furent faites. « Bien sûr que non. Je suis désolé de venir vous déranger. » Ils gagnèrent la petite salle à manger commune. Nief demanda un café et des tartines. « Bien, lieutenant Talois. Lieutenant Talois, je vous écoute. Que me veut la police ?»« En fait, je suis en charge d'une enquête en lien avec ce qui s'est passé dans la région il y a 3 ans. Peut-être n'êtes-vous pas au courant ?» Le visage de Nief laissa comprendre au policier qu'il savait parfaitement de quoi il était question. Le professeur tenta de se ressaisir, mais il était déjà trahi. « Je ne vois pas en quoi cela me concerne, » reprit l'historien d'une voix mal assurée. « En fait, » répondit Talois, « je voudrais simplement avoir quelques détails sur le but de vos recherches et comment vous en êtes venu à reprendre les fouilles maudites. » D'après le professeur Tari, qui était chargé des travaux, c'est un accident qui a détruit le tombeau, un produit inflammable, utilisé pour certaines expériences qui a explosé. La perte est inestimable pour la science. Aussi, comme je pense qu'il y a des chances de récupérer certaines choses dans les débris, nous allons essayer de dégager le tunnel. Il fut interrompu par le serveur qui vint déposer sur la table une demi-baguette de beurre et un café fumant, dont l'odeur vint bientôt chatouiller les narines de Talois. « Bien, bien, reprit le policier. Je ne vois pas en quoi ces éléments peuvent vous être utiles. D'ailleurs, je pensais la faire classer. Elle l'est, c'est juste pour compléter quelques rapports. » Tandis que Nief semblait se détendre un peu, Talois laissa un silence. Son entrée en matière avait eu l'effet escompté. Il pouvait maintenant s'attaquer à ce qui l'intéressait vraiment. « C'est un endroit merveilleux, ce fort de Joux, n'est-ce pas ?»« Effectivement, répondit l'historien en se faisant une tartine. Pour nous, c'est un vrai bonheur. Peu de lieux renferment une telle richesse historique. Je me suis passionné pour l'histoire. Oh, en amateur, bien sûr. Je connais bien Joux, et il y a une chose qui est amusante, vous savez ? Non. Nief continuait à tartiner. Talois parlait sur un air déconnecté, mais ne quittait pas son interlocuteur de l'œil. Eh bien, figurez-vous qu'en 1905, il y a un ingénieur qui est venu faire des travaux au fort, creuser un tunnel, et il portait le même nom que vous. Nief ne put réprimer un sursaut. Son couteau lui échappa des mains et résonna en heurtant le sol. Talois n'avait rien manqué de la scène. « Excusez-moi, » dit le scientifique. Le policier ne répondit pas, mais il ne souriait plus. Il y eut un silence, un malaise, et une fois de plus, Nief tenta de s'enterrer encore plus maladroitement que précédemment. « C'est effectivement une amusante coïncidence. »
N'est-ce pas, hein? Et j'ai pensé qu'il y avait peut-être un lien de parenté. Il y eut un nouveau silence, avant que Nief ne fît non de la tête sans ajouter d'autres mensonges. Bien, dit le policier qui savait ce qu'il voulait savoir. Je ne vais pas abuser davantage de votre temps. Il se leva, salua le professeur et quitta la salle. À peine avait-il franchi la porte que le lieutenant Bruno, qui avait quitté son uniforme, vint s'asseoir en face de Nief. Ce dernier, dans un geste d'affolement, voulut rapporter ce qui venait de se passer, mais le soldat lui coupa la parole. « J'ai tout entendu. Vous ne m'avez pas remarqué, mais je suis arrivé juste après vous et j'étais assis un peu en retrait. Ce flic n'est pas loin de découvrir ce que vous avez découvert. Vous savez ce que cela veut dire pour moi. » « Calmez-vous, Nief, il n'y a rien. Et si jamais il se faisait trop pressant, on s'en débarrassera. » Le scientifique devint blanc comme la mort. Bruno, amusé, comprit immédiatement à quoi il pensait. « Mais non, reprit-il dans un sourire, on ferait simplement pression pour sa hiérarchie, et dans le pire des cas, on le ferait muter. Allons, Nief, vous n'êtes pas au cinéma ici. » À suivre.